Jules Verne, Agatha Christie ou encore Louis Pasteur. Ces génies de leur temps auraient partagé un point commun. Tous les trois étaient atteints de ce que l'on appelle les troubles 10. Les troubles 10, aussi appelés troubles de l'apprentissage, sont des troubles durables liés à l'acquisition de connaissances. Ils relèvent de difficultés à lire, dyslexie, à écrire, dysgraphie ou encore dans la coordination des mouvements, dyspraxie. On estime qu'entre 5 et 8% de la population par classe d'âge serait touchée. En France, il y aurait jusqu'à 7 millions de personnes atteintes de troubles de l'apprentissage. Au-delà du handicap, il y a des risques en l'absence de dépistage, en particulier pour les enfants scolarisés, dont l'exclusion et l'échec scolaire renforcés par le regard des autres qui peuvent y voir une paresse et une inattention de l'enfant injustement accusé. La connaissance scientifique de ces troubles et les méthodes de prise en charge se sont bien développées, mais leur mise en œuvre n'est pas toujours satisfaisante et le recensement de ces troubles semble encore mal réalisé. Aujourd'hui, Asia, diagnostiquée multidys, nous livre son témoignage. Bonjour, je m'appelle Asia et je suis en troisième année de bachelor avec l'université de Coventry en Angleterre. Du coup, je suis multidys et surtout sévèrement dyspraxique. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans, en milieu de seconde. Et étant anglaise, j'ai été jusqu'en troisième en section internationale. Arrivant en seconde, ma prof d'anglais a fait des remarques que mes fautes étaient inhabituelles pour une bilingue et a suggéré le fait que je sois dyslexique. J'ai ainsi été diagnostiquée dans ce cadre par une amie de la famille qui est médecin à l'hôpital pour les troubles de l'apprentissage. Elle m'a fait passer des tests à domicile de son côté car il y avait beaucoup trop d'attentes à l'hôpital. J'ai eu la chance d'avoir un suivi diagnostique assez rapide. Par la suite, j'ai eu beaucoup de bilans délivrés par différents professionnels. Je suis également toujours suivie. Par exemple, je vois une orthopédagogue, une ergothérapeute, une psychologue, une orthophoniste et une orthoptiste. Pour citer une exception, je ne suis pas suivie par ma neuropsychologue, mais j'ai fait un test. Pour résumer, j'ai un emploi du temps chargé entre les cours et tous les suivis. Ce n'était pas facile tous les jours, après le diagnostic, entre les différents rendez-vous, mais je me sens beaucoup mieux puisque j'ai enfin pu mettre un mot sur différentes choses que j'ai rencontrées durant mon enfance. En effet, j'ai été particulièrement maladroite étant petite. Ça a changé ma vision sur moi-même dans certaines mesures. Est-ce que ça m'a empêché de faire des choses? Pas forcément. Ça m'a même donné l'occasion de mieux me connaître, de savoir mes limites. Ça m'a d'ailleurs donné beaucoup de possibilités envers ce qui m'intéresse vraiment. Dans l'ensemble, c'était assez positif. Je suis reconnue par la MDPH, Maison des personnes handicapées, qui décrète que j'étais en situation de handicap de 50 à 80%. Ce n'est pas rien. C'est même surprenant que j'ai été diagnostiquée aussi tard. J'ai également obtenu un PPS, donc projet personnel de scolarité, qui est délivré par la MDPH avec des aménagements scolaires adaptés tels que l'utilisation de l'ordinateur pour les examens. Comme tu as été diagnostiqué assez tard, est-ce que le point de vue des profs a changé entre avant que tu te sois fait diagnostiquer et après quand tu es arrivé avec ton PPS? J'ai toujours été une élève sérieuse, qui a beaucoup travaillé. Néanmoins, pendant le collège, on a remarqué que les notes ne suivaient pas, alors que je fournissais beaucoup de travail. On ne savait pas pourquoi, même les profs étaient surpris. Ça m'a causé pas mal d'angoisse, alors que je suis très anxieuse de base. J'étais accompagnée de professeurs vraiment géniaux, surtout au lycée et au moment du diagnostic. Ils ont vu que l'effort que je mettais m'accompagnait même si c'était compliqué. Au moment du premier conseil de classe en seconde, ma prof de sport a lancé l'alerte de me garder à l'œil parce qu'elle se doutait de ma dyspraxie. Ma prof d'anglais se doutait par ailleurs de ma dyslexie. En effet, ma prof de sport m'avait eu en 6e et avait vu quelques petits signes, mais n'avait pas creusé l'idée et ne me l'avait pas mentionné. Elle s'est d'ailleurs excusée de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, même si elle n'était pas sûre à l'époque. Ça justifiait le fait que des difficultés étaient bien présentes et ils m'ont observé jusqu'au mois de mars 2016. En général, j'ai vraiment eu des profs à l'écoute. Néanmoins, tous mes profs n'étaient pas aussi conciliants. J'ai eu des profs en première année de supérieur qui n'étaient pas du tout à l'écoute des problèmes que j'avais. On peut nous dire que j'étais lente, que j'avais un problème et qu'il fallait que je me fasse soigner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'être multidys, donc c'est d'avoir plusieurs troubles 10 en même temps, c'est-à-dire dyspraxie, dyslexie, dysgraphie ou dysorthographie. Est-ce que tu peux expliquer ce dictionnaire? Pour ce qui est de la dyspraxie, c'est dans tout ce qui concerne la coordination et la gestion des mouvements. J'ai eu beaucoup de mal dans les sports de ballon, comme le basket et le volley. C'était très très compliqué. Mais ça peut être également la coordination des idées sur papier, ce qui est mon cas. Quand je fais une rédaction, je n'arrive pas à organiser mes idées et les coordonner dans les paragraphes.
C'est toujours actuellement le cas, même si ça devient de mieux en mieux. Je travaille dessus, mais c'est toujours un peu compliqué. Pour la dyslexie, ça impacte surtout la lecture. La dysphasie, c'est pour l'oral et le parler. Et la dysgraphie est un trouble concernant l'écriture. L'important pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est de ne jamais baisser les bras. Même si on a de nos difficultés, on peut les surmonter à notre manière. À travers une autre méthode, qui n'est peut-être pas celle habituelle, mais on a notre méthode, et franchement, on peut faire des très bonnes choses. Des choses égales à une personne qui ne l'est pas, et avec un fonctionnement dit normal. On est tous normaux, il faut juste qu'on ait de l'écoute sur nos difficultés. C'est pas facile tous les jours d'avoir un handicap, et là il est invisible. On fait avec, parce que de toute façon, on ne peut pas faire différemment puisqu'on est né avec. On doit juste s'écouter, travailler dessus, et surtout ne pas être trop dur avec soi-même. Hugo Mouze, Pierre-Emmanuel Rebourg, Asia Militz, dans le cadre du projet Handitech pour l'école des mines de Saint-Étienne. Musique d'intro, Miroir, troisième mouvement, une barque sur l'océan de Ravel, interprété par Robert Ewan Burkle.